Salut! Alors aujourd'hui, je vous propose de vous intéresser à cette alimentation à courant continu de la marque Delta Electronica avec des spécifications qui sortent un petit peu de l'ordinaire, en tout cas par rapport aux alimentations dont je dispose actuellement. À savoir qu'elle permet de monter à 300 volts sous 2 ampères ou 150 volts sous 2 ampères. Donc spécification un petit peu confortable quand même, 600 watts de puissance maximum. C'est une alimentation qui m'a été envoyée par un collègue lyonnais qui est abonné à cette chaîne et qui regarde les vidéos et qui doit sûrement être en train de se reconnaître. C'est une alim qui a un problème assez sérieux. Si on l'allume, on peut constater immédiatement le symptôme, à savoir qu'on a les afficheurs qui clignotent un petit peu dans tous les sens, qui affichent des valeurs qui sont erratiques. Si on essaye de afficher la mesure au lieu de saisir la consigne, eh ben, il ne se passe pas grand-chose. On a beau essayer d'actionner les potentiomètres, rien ne change. Et on est un petit peu dans cet état où les afficheurs affichent n'importe quoi, ça semble se reset, redémarrer, scintiller. Moi, ça m'inspire un problème sur de la partie commande de cette alimentation. Donc je vous propose de commencer par regarder éventuellement le synoptique général de cette alimentation. Et puis on s'intéressera peut-être un petit peu plus en détail à la partie commande qui semble quand même être responsable de la défaillance. Alors pour cette alimentation, on a la chance de bénéficier du manuel de service complet avec notamment les schémas complets, les BOM et les diagrammes d'implantation. Concernant l'architecture de cette alimentation, on a un schéma de haut niveau ici et sans grande surprise, il s'agit d'une alimentation à découpage. On a le réseau qui arrive ici, on passe par un filtre secteur et puis on a un système de soft start avant un pont complet. Le système de soft start, il est probablement là pour prévenir un courant d'appel trop important au moment de la charge des condensateurs du bus DC. C'est une résistance de précharge et lorsque le bus DC atteint un certain niveau, on doit probablement venir piloter les thyristors qui sont ici. Concernant la topologie de la partie DC-DC, c'est un flyback à 2 éléments. Donc le nom de la topologie en anglais, ça doit être quelque chose du style two switches flyback, avec le transfo qui remplit la fonction d'isolation, un redresseur, un filtre LC et un filtre de sortie. Présence d'une contre-réaction, ou en tout cas de mesures probablement de courant et de tension depuis la sortie, qui sont réinjectées dans une carte de contrôle. À mon sens, une carte purement analogique, ou juste numérique peut-être pour les afficheurs, qui va assurer la régulation courant-tension et la génération des ordres de commande à destination des organes de commutation, à savoir des transistors MOSFET. Je vous propose de commencer par regarder les schémas de la partie commande, ou en tout cas de l'alimentation de la partie commande. Il s'agit de cette carte, la P382. Alors comme vous pouvez le voir ici, les schémas de ce manuel de service ne sont pas particulièrement remarquables pour leur clarté et le respect des règles élémentaires du placement et de saisie de schéma. On sent qu'il y a une intention de découper en cartes, mais clairement, il n'y a pas de, ne serait-ce que pour les rails d'alim, il n'y a pas de désignateur qui dit voilà, c'est tel potentiel à tel endroit. Autre petit truc un petit peu gênant, les composants sont désignés uniquement par leur désignateur, on n'a pas la référence, ce qui rend la lecture du schéma un petit peu plus complexe, qu'on est obligé d'aller voir dans la BOM à chaque fois pour mettre une référence en face. La partie qui nous intéresse, c'est celle-ci, la P382. Vous voyez qu'elle prélève une partie de la tension secteur, elle l'amène sur un pont complet, cap à banque, et puis on a probablement ici IC500 qui est un régulateur intégré d'alimentation à découpage, transfo et diode, et c'est ainsi qu'on fournit les alimentations nécessaires au fonctionnement de la partie commande. De ce que je comprends du schéma, on doit avoir ici du plus 12, du moins 12, un GND, et ici un signal purement impulsionnel qui vient sur l'entrée de la boucle à verrouillage de phase. Donc pour moi, la partie qu'il faut commencer à inspecter, c'est P382. Au vu du comportement des afficheurs, ça semble être une alim qui est en mode e-cup, qui fait du hockey, qui s'allume, qui s'éteint, qui s'allume, qui s'éteint, qui s'écroule dès qu'on tire du courant. Alors voilà pour l'intérieur de cette alimentation. Pour moi, qualité de fabrication irréprochable. On est sur du Delta Electronica, donc c'est quand même une qualité de fabrication extrêmement soignée. Conception modulaire, on peut retrouver les différents étages avec le filtre d'entrée, le redresseur
et les condensateurs du bus continu, les organes de commutation, donc transistors MOSFET et diodes du primaire, les transformateurs du flyback, probablement ici l'alimentation auxiliaire, la fameuse carte P382, et ici système de régulation de contrôle, et là carte avec le filtre de sortie, et puis une petite carte pour les afficheurs. Conception modulaire, cependant un petit peu différente des conceptions modulaires de HP, parce que typiquement chez HP on a un backplane et puis on vient plugger les cartes, ce qui est très facile pour la maintenance parce qu'on a finalement que à surélever une carte pour venir la prober, et on met juste un extender de board qui va prolonger les connexions de la carte, et on vient faire nos mesures directes. Ici, à cause de tous les fils, mais qui sont probablement raccords avec l'état de l'art de l'époque, cette conception en mettant plein de fils pour relier les cartes entre elles, ça rend la maintenance ou la mesure, le test un petit peu plus difficile parce que pour sortir une carte par rapport à ses collègues, eh ben on va souvent être limité par la longueur des faisceaux et où des fois on va être obligé de faire péter des colliers de serrage, ce qui est un petit peu dommage vu que le câble management est visuellement très satisfaisant. On va essayer de faire sans, de ne pas débrancher trop de choses pour aller faire nos mesures. Alors voilà où la conception modulaire de Delta Electronica trouve ses limites. Eh ben, on va pouvoir sortir un petit peu le sous-ensemble qui nous intéresse, à savoir la carte d'Alim P382. Eh bien, je ne pourrai pas sortir davantage la carte, sauf si je commence à débrancher ou malheureusement, dans ce cas de figure, dessouder des fils. Ce que je souhaiterais éviter. Là, l'idée, c'est d'aller mesurer les alims fournis par cette carte, qui sont, d'après le schéma, censés être du plus 12 et du moins 12. Alors, petit instant prévention, n'oubliez pas, lorsque vous travaillez sur ce genre d'équipement, qui sont connectés au secteur, avec des éléments qui sont potentiellement chargés à l'aide du secteur, et donc à une tension continue, par exemple du 300 volts, supérieure à celle du secteur, méfiez-vous, les condensateurs peuvent rester chargés, même s'il y a des bleeding resistors. Il ne faudrait pas vous prendre une châtaigne, toujours travailler hors tension. Les rares essais que vous faites sous tension, ça doit être fait dans un environnement maîtrisé, avec des outils maîtrisés, sonde diff, oscilloscope adapté, pointe de test adaptée. Surtout se méfier de ce genre d'équipement quand on doit faire des mesures sous tension, ce qui risque malheureusement d'être le cas dans cette réparation, puisque pour voir fonctionner l'alim auxiliaire, je vais devoir alimenter le reste du système. Il y a une astuce, cependant, qu'on peut utiliser pour limiter le risque de fausse manip. Dans cette alim, on a un fusible ici, qui est placé derrière cette alim, avant cette alim auxiliaire. Ce qui fait que je vais pouvoir, en enlevant ce fusible, éviter la charge de tout le bus continu. Quelque part, je désactive la partie puissance de cette alim pour ne laisser fonctionner que la lime auxiliaire qui est en amont de ce fusible. Donc on va le démonter et ainsi on limitera un petit peu les risques. Pour une fois qu'un fusible est utile, on ne va pas se priver de l'utiliser. Alors là, l'alimentation est sous tension et on va pouvoir mesurer directement sur la sortie de cette carte d'alim. Donc là, je suis censé avoir du plus 12. J'ai du plus 4, ok. Là, je suis censé avoir du moins 12. J'ai du moins 3,75. Et là, c'est un signal impulsionnel à destination de la boucle à verrouillage de phase. Donc, je m'attends pas à avoir grand chose en DC et en AC éventuellement. Ok, il y a une composante AC. On va jeter un coup d'œil à l'oscilloscope sur ces mêmes tensions. Alors, voilà le plus 12 volts. Donc le plus 12 volts, c'est effectivement un truc qui n'est pas à 12 volts et avec énormément de ripple. Pareil pour le moins 12, énormément de ripple. Et sur le signal impulsionnel, sans grande surprise, ok, un signal impulsionnel. Une quantité de ripple comme ça importante, plus le fait on n'est clairement pas aux bonnes tensions, il y a plusieurs possibilités. Soit il y a quelque chose qui charge anormalement cette alimentation, donc il y a peut-être quelque chose qui est grillé sur une des cartes alimentées, qui emmène donc les deux rails dans cette config de sous-tension, ou alors ça peut être le convertisseur lui-même qui est défectueux et qui ne parvient pas à sortir les plus et moins 12 volts. Pour répondre à cette question, on va isoler la carte d'Alim P382 du reste du système
et voir si on arrive à obtenir les tensions demandées. La carte d'alimentation auxiliaire est hors de l'alimentation. L'alimentation est allumée et j'ai utilisé à la fois des résistances ainsi qu'une charge électronique pour vérifier le fonctionnement de cette alim auxiliaire. Et il s'avère que j'ai eu du mal à la faire fonctionner. C'est-à-dire qu'au début, lorsque j'utilisais les résistances et la charge électronique, je retrouvais ce comportement impulsionnel de l'alimentation. À savoir, un petit peu comme on a pu le constater sur les afficheurs, ça semble s'allumer, s'éteindre, s'allumer, s'éteindre. Donc une alim pas fonctionnelle. Et puis en patientant un petit peu, en faisant des bricoles à côté, des petits montages à côté pour essayer de charger la lime différemment, il s'avère qu'elle s'est mise à fonctionner de façon que je qualifierais satisfaisante, à savoir que j'arrive à tirer 0,5 A sous 12 volts, à la fois sur son rail positif et son rail négatif. Ce qui me fait dire qu'on a affaire à peut-être soit un problème intermittent, soit un problème qui ne se déclenche que quand un courant d'appel un petit peu particulier, un petit peu important, est présenté par la charge, à savoir le reste de l'alimentation, de la grande alimentation à découpage. Ce que j'ai remarqué, c'est sur la carte électronique de cette alim, on a des traces de coulure, comme vous pouvez le voir actuellement, sous les condensateurs électrochimiques. Alors je sais bien, c'est pas toujours les condensateurs qui foutent le bazar dans les alims à découpage, mais là ça y ressemble. On a des traces de coulure, alors là elle est particulièrement visible, mais on en a sur d'autres condensateurs électrolytiques. Ce qui me fait dire que c'est un petit peu ce caractère lié à la température ou intermittent serait lié à ces condensateurs électrolytiques qui sont soit sévèrement morts, soit pour certains en train de mourir. J'ai donc envie de les changer de façon préventive et de voir si ça résout notre problème. Alors, comme c'est souvent le cas avec des cartes qui présentent des condensateurs endommagés, on se retrouve avec une carte également endommagée. Ici, c'est le cas puisque l'électrolyte a migré sur le bottom de la carte et a commencé à bouffer les pads qui accueillaient les soudures des condensateurs. Et sur le top, nous a également laissé de bonnes petites traces de salissure. Malheureusement, en plus de changer les condensateurs, il va falloir refaire les pistes. Donc pour ça, on va utiliser du fil un petit peu fin, de la gauche 24, ou du fil un petit peu style du fil à wrapper, pour rétablir les connexions juste après avoir réinséré les condensateurs. Mais d'abord, petit nettoyage à l'alcool isopropylique. Le remplacement des condensateurs est terminé, tout est beau, tout est neuf. Alors malheureusement, ce qui est un petit peu moins beau, c'est les réparations que j'ai dû faire au bottom de la carte pour pouvoir rétablir les connexions qui avaient été endommagées par le contenu acide, l'électrolyte des condensateurs. Donc j'ai simplement utilisé les broches des condensateurs que j'ai repliées pour les faire parcourir par-dessus les pistes déjà existantes et rejoindre des points de soudure pour lesquels les pistes ou les connexions, les vias n'avaient pas été abîmées. Donc résultat, pas hyper plaisant visuellement, mais normalement, fonctionnellement, ça devrait faire le taf. Éventuellement, pour l'isolation, on pourrait recouvrir d'une bande de Kapton un petit peu large ou de vernis, mais la carte, lorsqu'elle est installée dans l'alimentation, il y a une espèce de feuille, soit de mylar, soit d'un matériau isolant quelconque, qui est déjà plaqué à l'arrière de la carte, alors ce serait peut-être un petit peu redondant. Alors voici la carte avec les nouveaux condensateurs. Elle est alimentée par le secteur en ce moment même et pas de souci, on retrouve le moins 12 ici et le plus 12 sur la charge électronique, plus 12, 0,5 A, 6 watts. A priori ça fonctionne, mais cette fois-ci ça fonctionne de suite dès la connexion de l'alimentation au secteur. On ne retrouve plus ce comportement de démarrage un petit peu hasardeux et de tension qui n'était pas correcte. Donc maintenant, on va remonter la carte dans son emplacement et redémarrer l'alimentation au global et voir si le problème persiste. Eh bien, je crois que le moment de remettre sous tension est venu. Je n'ai pas remis le fusible qui permet d'isoler la partie puissance de la lime et donc les capas du bus continu. On va simplement regarder si la partie commande fonctionne et également si ça ne va pas m'exploser à la figure. Attention, c'est parti. Oh!
je crois qu'on a quelque chose, puisque les afficheurs ne sont plus dans un comportement absolument délirant. Voyons voir si j'appuie. Oh, je peux régler le set point de tension, mais aussi de courant. Incroyable! Et si je relâche, j'ai la mesure, mais comme j'ai isolé la partie puissance, je suppose que c'est normal. Eh bien, on va remettre le fusible, ou plutôt le coupe-circuit, et on va regarder comment ça se comporte en puissance. C'est parti. S'agissant du premier démarrage en puissance, j'ai préféré remettre les capots, au cas où il y a des projections, ou une explosion. C'est parti. Ah. Alors. Ok, 140 volts, 0. Overvoltage protection, on est à 375. Alors manifestement, il y a quelque chose qui ne fonctionne pas encore. Eh bien, malheureusement, même en plaçant un multimètre, on peut essayer tous les réglages possibles. On n'a pas vraiment la tension de consigne, à savoir ici 158 volts, 157, qui est produite par cette alimentation. On est plutôt autour de 1,3 V. Il y a un truc qui se charge assez lentement. Je pense que forcément, il y a quelque chose d'autre qui déconne dans cette alimentation. En tout cas, le comportement intermittent de la partie commande sur les afficheurs a disparu. On va poursuivre les investigations. Alors, avec ces deux petites pinces crocodile, j'ai instrumenté la résistance qui reçoit les ordres de commande des transistors MOSFET de la partie puissance. Et lorsqu'on observe avec un oscilloscope, voici ce que l'on obtient. On obtient ces trains d'impulsion à intervalles réguliers, à une fréquence de 100 kHz, ce qui est raccord avec la fréquence de découpage spécifiée dans le manuel de service. Maintenant, concernant l'allure de ces pulses, c'est quelque chose d'extrêmement court. On voit qu'on a ici un rapport cyclique qui est autour de 2%. Ça correspond, à mon sens, à une électronique qui essaye de démarrer, mais qui immédiatement se fait inhiber par le contrôle, probablement pour un dépassement de courant. Il est possible que, notamment ce qu'on observe ici, à savoir le fil blanc avec l'espèce de tore qui passe autour, soit un capteur de courant, une forme basique de capteur de courant, qui surveille le courant primaire des transformateurs. Et si jamais on dépasse un certain seuil, la boucle de régulation est inhibée afin d'éviter un surcourant et une destruction de l'électronique de puissance. Je pense, sans en être certain, que c'est ce à quoi on assiste ici. Il est donc possible qu'on ait un des transistors ou un des organes, côté primaire de l'alimentation, qui soit dans un mode un petit peu court-circuit, ou bien au secondaire de l'alimentation, que l'une des diodes que l'on observe ici soit en court-circuit, ce qui fait qu'on a un courant secondaire extrêmement élevé qui se répercute sur le côté primaire, et qu'on ait donc une alimentation qui se retrouve dans ce mode à ne pas vouloir démarrer parce qu'elle se protège ou elle s'auto-régule en protection de courant. Pour en dire plus, il faudra attendre un autre épisode, puisque ça fait déjà pas mal de contenu pour cette première vidéo. Et donc je vous dis à très bientôt pour investiguer et comprendre ce qui justifie l'allure dans ces signaux de commande. A très bientôt, en tout cas j'espère que cette vidéo vous aura plu. Allez, salut!